Bien. Alors, Philippe Bellard m'a demandé de vous parler un petit peu d'un de mes vieux dada, c'est le concept de surcompensation, et puis d'adapter un petit peu au goût du jour, notamment de discuter un petit peu de l'intérêt de certains modèles qui ont été beaucoup étudiés en France et qui sont intéressants, notamment le modèle de Bannister, de Calvert-Bannister. Alors, petit rappel historique, on va faire assez vite. Bon, la notion de surcompensation, ça vient de l'école soviétique, c'est en fait des travaux de l'école de Pavlov et de son élève après Folborg qui étudiait des tas d'organes et de fatigue fonctionnelle des organes, et notamment le réflexe du chien de Pavlov dont nous a parlé M. Dagonier ce matin. Et c'est parti de là. Et dans les années 50, Yampolskaya a montré le premier exemple de surcompensation du glycogène. Bon, sur une préparation animale, un muscle de lapin avec des stimulations électriques, différents régimes, bon, je vous en montre ici, et on voyait que non seulement il y avait récupération du niveau initial, mais que, il y avait une surcompensation, une surrécupération. Et donc ça date de ces années 1950. Bon, on peut constater quand même que, bon, c'était pas toujours observé et pas toujours de façon très importante. Alors naturellement, c'était des animaux différents, c'était pas des biopsies musculaires. Alors, ça a été poursuivi par la suite. Ici, c'est de la nage, enfin c'est un hasard. Bon, nage avec charge, donc un exercice violent, parce que le rat se débat pour ne pas couler, alors que le rat, ça flotte très bien, et ça peut tenir plus de 10 heures dans l'eau. Donc on voit un petit peu l'évolution du glycogène musculaire et son évolution dans les minutes qui suivent et les heures qui suivent. Là aussi, c'est des rats qui ont été sacrifiés, ce n'est pas les mêmes rats. Alors, on peut aussi comparer avec la surcompensation de la phosphocréatine, bon, qui est déjà plus critiquable, ça n'a pas toujours été retrouvé par les autres chercheurs d'autres pays. Bon, bien, voilà ce qui avait été décrit par Mme Tchagovets. Donc on voit qu'il y a quelque chose de différent dans la réaction, dans le profil de la réponse, dans le temps auquel on observe le pic, et même l'occurrence d'un pic de surcompensation, par exemple, qui n'existe pas après 5 heures de nage. Et d'un concept biochimique, c'est devenu un principe général qu'on a appliqué un peu à tout et à n'importe quoi. Alors, ce schéma, vous le connaissez, on le voit traîner dans tous les livres, avec donc le niveau initial, une diminution des performances après la fin de l'exercice, et puis récupération, puis arrivée surcompensation. Et on verra que ce type de courbe, c'est le genre de courbe qu'on peut obtenir avec le modèle de Bannister. Alors, ce qui était intéressant quand même dans le contexte de surcompensation, c'était aussi donc la notion d'hétérochronisme, c'est-à-dire que tous les processus ne récupèrent pas avec la même vitesse. Et c'était le fondement de certains principes d'entraînement, par exemple comme quoi il fallait faire des exercices de musculation séparés au moins de 48 heures pour permettre la survenue de certains processus de surcompensation. Donc hétérochronisme, tout ne récupère pas à la même vitesse. Alors, bon, ça a été décrit en situation sportive. On a eu hier M. Platonov qui nous a présenté des données, pas tellement sur la surcompensation, mais sur la planification de l'entraînement. Mais Platonov a étudié beaucoup les nageurs et il nous a donné quelques courbes, pas toujours faciles à interpréter, parce qu'on ne connaît pas les méthodes qui ont permis d'établir l'évolution des performances après l'entraînement. Mais tout ce qu'on peut tirer comme renseignement, c'est que, bon, après 6 heures d'exercice, 6 heures de récupération, bon, les variations des performances sont relativement limitées, quelques pourcents, qu'elles sont dépendantes du type d'exercice. Bon, si vous avez fait des exercices d'endurance aérobie, bon, c'est l'endurance aérobie qui est l'indice d'endurance aérobie qui est le plus déprimé. Et la surcompensation, on voit, si elle survient, et là on ne sait pas si c'est statistiquement significatif, elle est de relativement peu d'importance, puisqu'on s'aperçoit c'est de moins de 1%. Et est-ce significatif, on n'en sait rien. Mais ce qu'on voit, c'est que les paramètres, bon, le fameux hétérochronisme des processus de récupération, vous voyez que la force, l'endurance anaérobie, la vitesse, tout ça, ça récupère à des vitesses différentes. Donc, amplitude relativement faible quand elle existe. Alors, on peut imaginer des répétitions de série, ça c'est des données de Platonov, bon, qui a des années 80, et on voit que lorsqu'on enchaîne les séries d'exercices, même si l'intensité de l'exercice va diminuant, on s'aperçoit qu'au bout
2 jours de récupération, le sujet n'a toujours pas récupéré. Bon, ici, c'est des données toujours de Platonov, bon, chez des nageurs. Bon, on s'aperçoit, bon, ben, toujours hétérochronisme, bon, il y a 3 séances de vitesse, et c'est la vitesse, c'est ce qu'il appelle la force spéciale, qui récupère le plus lentement, alors que, vous voyez qu'il faut quand même 3 jours pour que, eh bien, le sujet ait récupéré ce qui, soi-disant, n'avait pas été sollicité à l'exercice, c'est-à-dire l'endurance anaérobie et l'endurance aérobie. Alors, bon, ça a déjà été dit, bon, même si les athlètes de haut niveau s'entraînent plus que les autres, eh bien, a priori, bien que la charge d'entraînement était plus importante, dans les travaux Platonov, on voit qu'ils récupèrent plus vite. Alors, ce qui est important, et c'est pour ça que les gens s'intéressent à ça, c'est que si on prend les données de Platonov, eh bien, on s'aperçoit eh bien, qu'il y a une disparité entre les sujets. Il y a des sujets qui récupèrent plus ou moins vite, et ça dépend aussi du type d'exercice. Hein. Bon, les sujets jaunes, par exemple, vous voyez, ils ne récupèrent pas de la même façon dans les deux types à gauche et à droite. Bon, et on ne peut pas dire qu'il y en a qui récupèrent vite et d'autres qui récupèrent moins vite. Ça dépend aussi, eh bien, sur en quoi ils sont testés. Alors, limite du concept. On l'applique à tout, mais est-ce qu'on peut vraiment appliquer la notion de surcompensation à toutes les progressions qu'on va observer chez le sportif? À mon avis, il est difficile d'expliquer les progrès dus à l'apprentissage par un phénomène de surcompensation, c'est-à-dire fatigue, diminution des performances et après récupération des performances initiales et bien. Bon. On a un autre modèle, par exemple, c'est l'hypertrophie compensatrice, on va y revenir, et puis les étirements. Si on applique le processus de surcompensation, je ne suis pas sûr que ça explique ce qu'on observe. Si on prend un animal, ou même ça a été observé chez l'homme, si on fait néphrectomie, on enlève un rein, eh bien le rein qui reste va grossir. Et l'hypertrophie compensatrice, on observe la même chose. Hein, si on prend le foie, on le coupe, on n'en laisse que la moitié, eh bien l'autre moitié va récupérer. Et on ne peut pas dire que cette récupération va être une suite de diminution, de récupération, de rediminution de volume. Non, il y a une croissance qui se fait progressivement. Et on pourrait donner un autre exemple qui est assez intéressant, parce que M. Dagonier a dit que le cœur était infatigable, et puis il avait donné une explication de Marais, mais le muscle grand dorsal peut devenir infatigable. C'est la cardiomyoplastie que l'on fait chez des insuffisants cardiaques, et on prend parfois le muscle grand dorsal, qui est un muscle squelettique, on le transpose, et on le stimule petit à petit, progressivement, il ne récupère jamais, et au bout de quelques mois, eh bien, ce muscle squelettique a les propriétés du muscle cardiaque, avec des propriétés enzymatiques et contractiles très très proches. Bien qu'on n'ait pas alterné jour d'entraînement, jour de récupération, non, il s'entraîne en permanence, mais progressivement. Donc le processus de surcompensation n'explique probablement pas tout. Alors si on applique le processus de surcompensation, on pourrait même arriver à des absurdités. Si on prend par exemple les étirements, bon, bien, on a un niveau initial d'amplitude articulaire, on fait un étirement, donc on gagne en amplitude, on diminue la raideur, on devrait récupérer après, récupérer l'amplitude initiale et sa raideur initiale, et puis surcompenser et devenir plus raide après qu'on l'était au départ. Bon, et c'est pas ce qu'on observe. On l'observe parfois. On l'observe parfois dans de la rééducation mal faite et des mauvaises indications des étirements, mais en pathologie. Certains processus de kinésithérapie trop active, au contraire, ont des résultats catastrophiques. Mais dans les étirements du sportif, bon, eh bien, on n'observe pas ce processus. Alors, le modèle de Bannister, en fait, qu'on voit Calvert, c'est les années 60, à la fin des années 70, c'est à peu près Chagovec et Yakovlev, c'est la même époque. Hein. Bon. Alors, ils ont proposé un modèle qui est fait de deux fonctions. Hein, c'est la réponse à un stimulus entraînement, on va y revenir, une réponse qu'on appelle fitness, donc serait une amélioration de la performance, et puis une réponse qui serait fatigue. Donc c'était proposé en 80, ça c'est en 84, mais c'était même proposé avant. Voilà. Et donc on a quelque chose, quand on fait la somme des deux, c'est la somme de deux exponentielles, on aura quelque chose qui ressemble étrangement à ce qui a été décrit dans tous les livres sur la surcompensation. Et en fait, bon, eh bien dans ce modèle, on emploie un système, on a parlé ce matin des systèmes, un système linéaire, on a une entrée, alors une impulsion, alors une impulsion mathématiquement, bon, c'est quelque chose qui a une durée égale à 0 à la limite et une surface qui vaut 1. Et on injecte ça dans un appareil
dans un boîte noire, dans le système, dans l'organisme, et la réponse, on a la réponse qu'on appelle impulsionnelle, c'est-à-dire la réponse à une impulsion. Et Bannister et Calvert ont proposé la notion de TRIM, c'est-à-dire Training Impulse, on va y revenir. Donc on fait en fait un entraînement pendant un temps qui n'est pas égal à zéro, malheureusement, ce n'est pas une impulsion, c'est un credo si on veut, et puis il y a des choses qui se passent dans l'organisme, on ne sait pas trop quoi, et on observe la réponse suivante à cette impulsion d'entraînement. Et donc ça nous rappelle un peu ce qui a été décrit pour la surcompensation. Alors le TRIMP, alors là justement c'est tout le problème, c'est de savoir quelle est cette impulsion, c'est-à-dire qu'on dit, dans la théorie c'est le stress multiplié par le strain, alors c'est la durée par l'intensité, c'est les kilomètres par l'intensité, c'est la fréquence, pourcentage de la fréquence cardiaque par exemple, on va dire c'est la durée d'exercice multipliée par le pourcentage de la réserve cardiaque d'après Carbonel, ou c'est le nombre de kilomètres multiplié par le pourcentage de la fréquence cardiaque maximale, donc il y a toujours un indice de quantité, de durée, que multiplie un indice d'intensité. Alors le malheur, c'est quand on applique ça dans la réalité, parce que dans la réalité, on n'est pas dans les conditions de laboratoire, et puis on additionne des choux et des carottes. On additionne, alors par exemple, c'est ce que donnaient Bannister et Wenger en 82. Par exemple, il y a un sujet qui fait de la course et de la musculation dans la même séance, et on mélange tout ça, et on met des coefficients, des quotients, qui sont assez arbitraires en fait. Alors c'est l'expérience, l'expérience nous dit que c'est comme ça. Bon, très bien. Alors, voilà, donc vous avez le sujet fait de l'endurance, il y a un trim d'endurance, puis un trim de musculation, puis ça correspond à un trim différent, qui serait une impulsion, qui serait la représentation globale de cette stimulus d'entraînement. Tout ceci rentrant dans la boîte noire, et à la sortie, on a un effet de l'entraînement. Alors si on vient à des valeurs que j'ai tirées de données plus récentes de Busso, par exemple avec une réponse impulsionnelle qui serait celle-là, c'est-à-dire qu'on a une exponentielle affectée d'un facteur que j'ai mis 1, avec une constante de temps de 45 jours, et puis ça c'est la fonction fitness, la réponse fitness, et puis la réponse fatigue, avec une amplitude 4 fois plus importante, et puis une constante de temps beaucoup plus courte. Bon. Voilà ce qu'on obtient. Alors, c'est facile, on peut rentrer ça dans un ordinateur, on peut s'amuser, on peut faire ce qu'on veut, on peut additionner. Bon. Alors par exemple, je vous ai pris ces données, et puis on a fait imaginer 30 jours d'entraînement. Voilà ce qu'on observerait. Alors ce qui est étonnant, c'est que, vous voyez que notre sujet il fait 30 jours d'entraînement en période de récupération incomplète, et il n'y a pas de manifestation de surentraînement là. C'est-à-dire que si on est patient, ça paiera toujours un jour. Alors on attend le 30e jour, le 30e jour, oui, ça améliorait. C'est peut-être contestable. Mais pour que le modèle fonctionne, il n'y a jamais d'après le modèle, il n'y a jamais de surentraînement, à une seule condition, c'est que la constante de temps de l'effet fatigue soit inférieure à la constante de temps de l'effet fitness. Puisqu'on additionne deux exponentielles avec deux constantes de temps différentes. Si la constante de temps de l'effet fitness est plus longue que la constante de l'effet fatigue, c'est-à-dire si l'effet de l'amélioration dure plus longtemps que l'effet de la fatigue, à la longue, on additionne les effets de l'amélioration et on a une amélioration, ce qui peut être un peu optimiste. Bon, alors ça c'est ce qu'on pourrait observer, par exemple, au bout de 240 jours, un modèle lissé, on oublierait un petit peu toutes les modifications jour après jour. Bon, alors ça serait assez optimiste. Alors on peut imaginer, c'est facile, avec un ordinateur on peut faire ce qu'on veut, alors là on met 3 jours d'entraînement avec la même chose, et puis un jour de récupération. Mais vous voyez que ça ne change pas énormément les choses. Oui, parce qu'il récupère mieux, mais comme on additionne les effets d'entraînement, et comme il s'entraîne moins, il progresse moins. Alors, limite de l'application. Si on l'applique bêtement comme ça, parce que les auteurs ont évolué, ils ont proposé des modèles beaucoup plus intéressants. Alors on peut critiquer notamment le processus de numérisation. Parce que théoriquement, là la charge d'entraînement, par exemple, comment elle évolue, et puis cette charge d'entraînement, théoriquement, dans le modèle de Bannister, il faut dire c'est des impulsions, c'est-à-dire c'est une impulsion, l'impulsion de Dirac, on le représente par une flèche dirigée vers le haut, de valeur, une certaine valeur, mais théoriquement une durée qui est égale à 0. Alors, dans la réalité, c'est pas comme ça qu'on rentre dans les ordinateurs. Dans la réalité, l'entraînement c'est en haut, et ce qu'on rentre dans l'ordinateur, c'est quelque chose comme ceci. C'est-à-dire que
ça n'est pas un créneau, c'est très court, c'est quelque chose qui en général dure un jour, mais dans certains modèles, c'est une semaine. C'est la charge d'entraînement d'une semaine. Alors la charge d'entraînement d'une semaine, on est loin de la réalité, qui est une succession d'exercices, entrecoupés de récupération, ou même d'impulsion. Donc on a un modèle qui est... parce qu'on ne peut pas faire autrement. Enfin, alors théoriquement, on applique une... Bon, on va passer assez vite, ce qu'on appelle le produit de convolution. Et théoriquement, le produit de convolution est intéressant quand on a une véritable réponse impulsionnelle et on fait une intégrale où delta de d de t, et c'est la limite quand d de t tend vers 0. En fait, delta d de t est remplacé par delta de t, et delta de t, eh bien, dans le meilleur des cas, c'est égal à 1 jour. Alors, 1 jour, c'est loin de 0, hein, surtout quand la constante de temps est de quelques jours. Il y a des cas où delta de t, c'est une semaine. Alors, on peut imaginer, par exemple, bon, alors est-ce que c'est catastrophique sur les résultats? Bon, pas tant que ça. Alors, on peut imaginer, pour simplifier, qu'un sujet ferait tous les jours la même chose, donc on aurait tous les jours la même dose d'entraînement, hein, et puis, en haut, c'est ce qu'il fait, le modèle théorique, c'est théoriquement ce qui est au centre, une succession d'impulsions, et puis, ce qu'on rentre dans l'ordinateur, ce qu'on calcule, c'est le truc numérisé, c'est ce qui est en bas, hein, ce qu'on peut représenter comme ceci. Et si on rentre ça dans le modèle, bon, la bleue, c'est le modèle théorique, et rouge, c'est ce qui est obtenu en entrant ce modèle approximatif. Bon, vous voyez que c'est pas trop différent, hein, c'est quand même satisfaisant. Mais bon, il faut quand même l'avoir dans la tête. Hein. C'est-à-dire que si on veut dépister des phénomènes avec des constantes de temps très courtes, il faut quand même que le processus de mesure de la performance s'y prête. Alors notamment, si on regarde les résultats des séries d'études qui ont été tenues à Saint-Étienne, ou bien des gens qui ont travaillé avec eux, eh bien on s'aperçoit que si on veut l'échantillonnage de la performance, parce que si on mesure la performance, c'est-à-dire la sortie de la boîte noire, on peut mesurer la performance, tout à l'heure on a vu l'effet de la numérisation des entrées, il faut aussi numériser la sortie. Alors la sortie, c'est l'échantillonnage du signal de sortie. Et en fait, en général, on ne mesure pas les performances tous les jours. Alors on le mesure de temps en temps. Et on s'aperçoit qu'en fait, les données de la constante de temps de l'effet fatigue, c'est quand même étrange, c'est que plus la performance est mesurée avec un intervalle entre les évaluations importants, eh bien on va trouver une valeur de la constante de temps de l'effet fatigue très élevée. Par exemple, si Mujica école, on doit être aux alentours de 17 jours en moyenne entre les évaluations de performance, et on trouve quelque chose qui doit être de 12 ou 13 jours pour la valeur de l'effet fatigue. Bon. Donc il est probable que si on veut mesurer un phénomène avec des constantes de temps très courtes, il faut aussi que l'analyse du signal de sortie se fasse avec une fréquence d'échantillonnage qui soit suffisante. Alors on pourrait appliquer non plus la réponse impulsionnelle, mais un traitement du signal, et on verrait la fonction de transfert, de la fonction fitness et de la fonction fatigue, on aurait la réponse du système, la fonction de RI, fonction de transfert, on aurait ceci. Mais ceux qui ont fait du traitement de signal savent qu'il faut pour cela qu'on ait une fréquence d'échantillonnage qui soit relativement élevée. Or, si on fait une mesure tous les 7 jours, par exemple, une mesure par semaine des performances, on a un effet aliasing qui va donner que la fonction de transfert du système, c'est la courbe en noir, l'effet aliasing, je vous l'ai représenté en rouge, et la fonction de transfert calculée, c'est la fonction bleue. Donc vous voyez que on a une mauvaise étude de la réponse si on fait un étalonnage qui est trop séparé, l'intervalle de temps entre les mesures trop séparé. Alors on va voir qu'il y a des modèles où c'était beaucoup plus sophistiqué. Alors on peut aussi critiquer le modèle, parce qu'on peut toujours critiquer. Mais ça c'était Paul Frédéric qui a dit ce qui est simple est toujours faux, ce qui ne l'est pas est inutilisable. Et on est obligé de prendre des modèles utiles, parce
parce que sinon on s'en sort plus. On verra dans la pratique. Alors on peut critiquer la linéarité du système. Parce que la condition de linéarité, c'est ce qu'on appelle la condition de superposition. C'est-à-dire que si je fais une intensité de stimulus, par exemple, de 30% de VO2 max, si j'additionne 30% et 30%, ça fait 60%, et théoriquement 30% et plus 30%, c'est la même chose que 60%. Dans la réalité, c'est pas vrai, et on verra, enfin, on vous a présenté déjà probablement des modèles, où en fait, on fait une codification de l'intensité, parce qu'on sait bien que s'entraîner 2 heures à 30%, c'est pas la même chose que s'entraîner 1 heure à 60%. Et donc là, on va, enfin, ou que s'entraîner à 60%, ça n'est pas un effet double de 30%. Donc en fait, vous avez notamment Mujica, bon, qui en fait a travaillé à Saint-Étienne, donc a proposé une quantification par zone 1, 2, 3, 4. Alors il y a aussi, bon, dans la linéarité, bon, si j'introduis un décalage, eh bien théoriquement, eh bien, je devrais obtenir un trim qui est représenté sur la droite, c'est-à-dire c'est la même chose que ce soit la somme de 2 ou un stimulus 2 fois plus long. Or, c'est pas vrai. On sait que dans la réalité, c'est pas la réalité. Si vous faites 60 minutes d'exercice, vous allez stimuler surtout les fibres de type 1, et si, ça c'est un exercice d'intensité relativement faible, puisque c'est un exercice que le sujet est capable de maintenir 2 heures, donc imaginons, je ne sais pas, 60% de VO2 max, 1 heure à 60% de VO2 max, vous faites travailler vos fibres de type 1. 2 heures à 60% de VO2 max, vous faites travailler les types 1 et les types 2. Donc, les effets de l'entraînement sont totalement différents, parce que ce n'est pas les mêmes organes, entre guillemets, qui travaillent, puisque ce n'est pas les mêmes structures anatomiques qui ont réalisé le travail. Donc, en fait, si on décale dans le temps, il n'y a pas le principe de superposition et d'invariance en translation n'existe plus. Alors, le nombre de paramètres du modèle. Alors, le nombre de paramètres du modèle, on peut le critiquer, puisqu'on dit qu'il y a un effet fitness et un effet fatigue, comme s'il y avait un seul effet. Il n'y a plus d'hétérochronie. Alors, bon, ça c'est des données assez anciennes, de Salpine. Or, on voit que l'évolution à l'entraînement, par exemple, des enzymes mitochondriales et de VO2 max, on voit que, aussi bien en ce qui concerne l'amplitude de l'effet, qui serait l'effet fitness, bon, est différent pour les enzymes mitochondriales et pour VO2 max. Et quand on regarde l'évolution à l'arrêt de l'entraînement, on s'aperçoit que la constante de temps est différente. Bon. Et c'est la même chose si on prenait par exemple les capillaires. Alors ça ne veut pas dire que les gens qui ont fait ce travail à Saint-Étienne ignorent complètement les données qu'ont recueillies leurs voisins d'à côté, puisque à Saint-Étienne, ils ont fait aussi des études sur les mitochondries, etc. Si les personnes qui s'intéressent à la récupération ne prennent qu'un paramètre fitness, qu'un effet fitness et qu'un effet fatigue, c'est parce que les modèles mathématiques qu'on utilise ne permettent pas de faire mieux. Bon. C'est pas par méconnaissance, c'est parce qu'on ne peut rien dire, il n'y a pas d'effet significatif dans tous ces modèles si on rentre plus d'un effet fitness et d'un effet fatigue. Et même, il y a une étude qui montrait qu'on pourrait se contenter uniquement d'un effet fitness sans effet fatigue. Bon, alors on verra. Donc il y a aussi une critique, c'est de dire, bah oui, mais on étudie par exemple 6 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans d'entraînement, et on suppose bien que l'effet fatigue, l'effet fitness a des paramètres d'amplitude et de constante de temps qui ne varient pas dans le temps. Alors ça a été testé plus récemment, donc notamment par Busso, il y a 2 études très intéressantes, donc 87 et 2002, où là, il n'y avait pas une évaluation une fois par semaine, tous les 15 jours, tous les 3 mois, mais il y avait une évaluation plusieurs fois par semaine et parfois 2 jours de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'entraînement servait en même temps d'évaluation, et donc comme ça, on avait un nombre de points très très important. Et ayant de nombreux points, ils ont pu appliquer un modèle beaucoup plus sophistiqué, où là, les paramètres pouvaient évoluer dans le temps. C'est donc très très intéressant. Alors par exemple, ils ont décrit cette courbe, eh bien, on voyait que l'effet fitness et l'effet, donc la courbe résultant, effet fitness plus effet fatigue, eh bien, étaient différents statistiquement au 10e jour, à la 10e semaine, à la 12e semaine, à la 13e semaine. Parce que bon, il y avait des changements d'entraînement, relativement moyennement intense, ou au contraire très intense. Bien, donc on voit qu'il y a possibilité d'adapter ces modèles en laboratoire. C'est-à-dire qu'en laboratoire, on demande au sujet de faire un entraînement très bien codifié, axé sur l'endurance aérobie,
on peut bien mesurer, tout quantifier. On n'additionne pas des choux et des carottes, on n'additionne que des choux ou que des carottes, si vous voulez, et à ce moment-là, eh bien, on arrive à trouver des choses très intéressantes. Le problème, c'est comment appliquer ça sur le terrain. Parce que, bon, sur le terrain, c'est rare qu'il y ait des athlètes qui n'entraînent qu'une seule qualité. Il faut additionner les effets fatigue et les effets d'entraînement de stimulus très différents. Mais, sur le plan théorique, cette expérience est très intéressante. Alors on voit notamment qu'avec l'intensification de l'entraînement, eh bien, la semaine 13 par rapport à la semaine 10, on a un effet fatigue qui est plus faible, un effet fitness qui est plus important et des constantes de temps donc en semaine 10. Par contre, en semaine 10, on a des constantes de temps qui sont plus faibles. La semaine 13, on a un effet entraînement qui est plus faible, un effet fitness plus faible et un effet fatigue avec une constante de temps plus importante. Alors, autre critique qu'on peut faire pour ce type de modèle, c'est le terme de fatigue. Sous prétexte qu'on voit qu'il y a une diminution des performances, on dit c'est un effet fatigue. Ça peut être aussi un effet simplement adaptation. Si on prend par exemple la vitesse maximale ou la puissance maximale, qui dépendent essentiellement des fibres musculaires de type 2B, 2AB, 2A et 1, les 1 étant nettement moins puissantes que les 2B et les 2A moins puissantes que les 2B, eh bien, on a un effet qui n'est pas un effet fatigue, qui est un effet adaptation. Et là, c'est les données de Kramer qui montrent des résultats avant et après des entraînements, et on voit qu'avant et après des programmes d'entraînement divers, où il y avait de la force, de l'endurance, la combinaison des deux, il y a une diminution des fibres de type 2A, des fibres de type 2B, à l'avantage des fibres de type 2A. Et ça, c'est pas un effet fatigue, c'est un effet adaptation. Et il y avait la même chose qui avait été fait par Fitz à propos justement des stages d'overreaching. Il montrait qu'il y avait une dégradation des propriétés contractiles. Les fibres rapides étaient moins rapides, et après une période d'affûtage au clapper, eh bien, elles retrouvaient leur niveau de performance initiale. Mais ce n'est pas un effet fatigue, c'est un effet d'adaptation. Si on demande à la fibre de travailler beaucoup, et Marie-Thérèse Linossier l'avait montré dans ce qu'elle avait fait, sur les effets d'entraînement anaérobie avant et avec 7 semaines d'arrêt d'entraînement, c'est pas un effet fatigue, c'est un effet adaptation. Si on demande aux muscles de travailler beaucoup, ils s'adaptent pour travailler beaucoup. Et travailler beaucoup, c'est pas les fibres de vie. Donc ça, c'est une critique qu'on peut faire d'effet fatigue. Fatigue, c'est diminution, c'est pas forcément fatigue. Bon, ça c'est la même chose, donc on voit de B2A, donc ça c'est de l'ancien. Bien, alors, bon, ça n'est, je vous ai parlé que d'un seul modèle, et puis, bon, vous êtes au courant que la Fédération de natation a collecté des données sur plusieurs années, sur 3 ans d'entraînement, bon, ça est là qui a fait ça récemment, avec une approche différente, justement qui est fondée sur aussi le fait qu'il y a des effets à court terme, des effets à long terme, des effets à moyen terme, qui ne sont pas pris en compte dans ce modèle si on le prend avec une constante de temps qui est invariante, etc. Alors on pourrait dire, avec la méthode employée par Busso récemment, donc avec un échantillonnage des performances très rapproché, et puis l'utilisation de ce modèle mathématique beaucoup plus sophistiqué permettant d'étudier l'évolution des constantes de temps, eh bien on devrait arriver au même résultat, mais dans la pratique c'est quasiment irréalisable. Il faudrait évaluer parce que les sujets tous les jours. Voilà, je finis. Merci.